Souvenons-nous, à l'époque, on est passé pas loin de la catastrophe et je me voyais mal me réveiller le lundi matin avec une région qui aurait basculé du côté du Rassemblement national et du Front national. J'ai trouvé ce mandat passionnant parce que construire une nouvelle région, c'était un vrai enjeu avec beaucoup de solutions à mettre en place et j'ai aimé le côté concret du mandat, les solutions qu'on a pu mettre en place, les solutions qui restent à mettre en place. Et je pense que le prochain mandat, ça peut être un mandat de transformation de l'essai, puisque grâce à la volonté de Xavier, la fusion a eu lieu très très rapidement. Moi, j'ai une petite anecdote. Je me suis retrouvé dans mes responsabilités de Pictanovo. 3 ans après la fusion, il y avait encore des régions qui étaient représentées par deux entités Oui. historiques. Nous, on a réussi à fusionner et être efficace. Donc, c'est déjà plus une question. Et moi, ce qui me passionne, c'est de trouver des solutions locales et d'en faire des solutions régionales. On en reparlera. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses sur le numérique. J'ai aussi dans mon portefeuille de vice-président l'innovation sociale, parce qu'on parle beaucoup d'innovation numérique, mais c'est important que les innovations sociales qui ont lieu sur les territoires puissent se partager. Je pense qu'il y a il reste beaucoup de choses à faire et l'expérience des maires, en tout cas moi mon expérience de maire, elle m'aide beaucoup comme vice-président de la région parce que ça me permet de mieux comprendre les logiques de territoire. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de rénovation urbaine. Ça nous pousse à faire du sur-mesure parce que moins que jamais on va réussir avec un modèle plaqué venu du haut. Ouais. La République des territoires, c'est ça, c'est la capacité qu'on a, et c'est important sur la rénovation urbaine, de trouver des solutions qui sont adaptées à chaque terrain. Je vous prends un exemple, nous à Roubaix, on est en train de redévelopper la filière textile. Et ben, à Lens ou à Maubeuge, on développe l'agriculture urbaine et chaque dynamique doit être adaptée à la réalité du terrain. Ça, c'est les leçons de la rénovation urbaine et aussi la leçon de la rénovation urbaine saison 1 en rue 1, c'est la nécessité de remettre du développement économique, de la formation dans les quartiers. Si on fait que du logement, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et donc on a besoin de remettre des moteurs dans chaque quartier. Ça, c'est une conviction que je porte et c'est le lien entre les deux délégations, les deux parties de la délégation. C'est important que nos quartiers intègrent du digital, de la formation, intègrent aussi la dynamique REV 3. On en Donc parlera de ça. ça, c'est une conviction assez forte, c'est de faire passer des dynamiques éco et de la création d'emplois dans la rénovation urbaine. C'est aussi pour ça que je prône une rénovation urbaine en mode circulaire parce que ce sera beaucoup plus créateur d'emplois. On en reparlera aussi puisque on a été la première ville en France à se lancer dans le zéro déchet et je pense que c'est l'un des enjeux pour les territoires. Et là, pareil, on a envie de partager cette méthode avec les autres territoires et de faire un réseau à l'échelle des Hauts-de-France. D'ailleurs, on le voit sur toutes les petites boîtes aux lettres où il y a l'autocollant Roubaix zéro déchet, quoi. Donc, Oui, et ce qui est passionnant dans ce qu'on a découvert euh, avec cette expérimentation-là, c'est qu'on arrive à faire de l'écologie ouais. souriante, pas rébarbative, pas punitive, et on a vu, c'était vraiment une des grandes découvertes de l'expérimentation, on a vu qu'on faisait dans les familles jusqu'à 150 euros d'économie Ouais, par mois c'est en beaucoup. changeant la consommation. Donc je vous fais pas un dessin par rapport à notre combat régional sur le pouvoir d'achat, c'est vraiment quelque chose de très important et qui a vocation à servir à d'autres. Ouais. Le, alors, sur tous ces projets, au total, dans la région, on parle un peu rénovation urbaine, etc., c'est quoi? C'est une soixantaine de C'est projets? une, ouais, c'est une soixantaine de projets, c'est 240 millions d'investissements de la région, c'est 199 quartiers prioritaires, donc quelque chose qui est très très important. Il y a des régions où il y a quelques dizaines de projets. Nous, c'est un enjeu majeur de Compiègne à Creil, en passant par évidemment Amiens, Arras, Dunkerque, la métropole de Lille, Calais. Enfin, on a vraiment un réseau de villes, Maubeuge. On a vraiment un réseau de villes concernées par ça. Et je pense qu'il faut dire aussi qu'on est, parce qu'on n'est pas seul dans la compétition, ça fait partie des projets sur lesquels on a une vraie opposition avec le Rassemblement national qui est contre cette rénovation urbaine, qui est contre, qui nie tout apport
la rénovation urbaine, alors que nous, on est plutôt dans le siège de Jean-Louis Borloo, convaincu que cette rénovation urbaine, elle est importante pour les quartiers. Qu'est-ce qui a changé depuis les années Borloo? Parce que c'est vrai que comme ça, c'est un emblème quand même de la rénovation urbaine par rapport à... Bon, parce que c'était il y a 20 ans quasiment maintenant. C'est quoi aujourd'hui sur le territoire de Hauts-de-France notamment? Qu'est-ce qui a changé dans l'approche, dans la manière dont on appréhendait le dossier? Je pense qu'il faut garder le côté massif et le retournement en focalisant une action sur des quartiers bien ciblés, mais il est nécessaire de connecter le quartier aux dynamiques locales. Ouais. Je vous prends un exemple, à Roubaix, dans la première rénovation urbaine, il y a le choix de faire un quartier qui est le quartier des Trois Ponts. Ce quartier, il a la particularité d'avoir d'un côté OVH et un pôle de développement économique hyper dynamique, et de l'autre côté, le parc des sports où il y a le vélodrome historique de Paris-Roubaix. Ouais. Et ben, dans la première rénovation urbaine, j'allais dire, on n'a pas pensé qu'il était important de connecter les pôles dynamiques, et on a fait le quartier au stricto sensu. C'est, à mon avis, les erreurs qu'il ne faut plus faire. Parce que si on veut changer et retourner les quartiers, faut les connecter au pôle économique, au pôle dynamique, au pôle d'attractivité. Et ça, à mon avis, c'est les leçons de l'ANRU. Et c'est ce qu'il faut faire différemment. Parce que on peut faire des opérations massives, elles ont eu leur intérêt, elles ont été un élément aussi de dynamisme économique, d'insertion, mais si on ne met pas le moteur... L'ANRU, voilà. Là, je pense aux Agence nationale de suivre parfois les abréviations comme ça. L'Agence nationale de rénovation urbaine, donc c'est l'outil qui permet cette rénovation urbaine, et ça a été des rendez-vous réguliers avec l'ANRU, puisque tous les territoires ont préparé et proposé leurs projets dans ce mandat-là. Et donc, le mandat suivant, il va être d'autant plus important que ça va être la concrétisation des projets. Alors ici, dans un territoire comme le tien, par exemple, OVH, ils sont implantés il y a combien d'années maintenant ils ont fêté leurs 20 ans l'année dernière. Donc, aujourd'hui, ils participent comment, justement, en matière de politique de la ville? Comment ça se passe quand on a une boîte comme ça, très très intéressante, qui va s'introduire Oui, c'est la nouvelle d'hier. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des échanges réguliers avec eux et de comprendre, parce que je venais du numérique, de comprendre qu'il fallait d'abord être capable de répondre à OVH à la vitesse de leur développement. Ouais. Ça, c'est un enjeu majeur, parce que je me souviens d'un échange que j'ai eu en arrivant à la métropole. J'ai dit, c'est pas la peine de parler de French Tech si on n'est pas capable de répondre à OVH dans son besoin de croissance. Ça, c'est le premier point pour faire en sorte que les acteurs puissent se développer. Et quand on a un acteur hors norme comme OVH, à la vitesse de la concurrence qu'ils ont avec Google ou Amazon. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est de leur permettre de créer un maximum d'emplois et d'avoir envie de le faire ici, parce qu'évidemment, il y a pas mal de territoires un peu partout en Europe et dans le monde qui ont envie d'avoir OVH qui s'implante. Donc ça, c'est le premier point, comprendre comment il fonctionne. Et ça, je pense que le profil d'un certain nombre d'entre nous, bons connaisseurs du monde privé, bons connaisseurs de l'entreprise, qui ont passé beaucoup de temps, moi j'ai bossé pendant 15 ans dans le numérique, ça nous permet de mieux comprendre. C'est une base, mais elle est importante. Et donc, quand tu as été élu maire en 2014, c'est vrai que cette approche-là, toi, issue du monde du privé, et tu l'as dit d'ailleurs dans plusieurs interviews, tu voulais calquer en tout cas, proposer des modèles issus du privé. Et c'était percutant et pertinent avec les dirigeants d'OVH, et ça a pu accélérer en effet le partenariat territorial avec OVH. Moi, je vous prends un exemple. J'ai sorti pendant ma campagne de 2014 un projet qui s'appelait Blanche-Maille, qui était de faire dans les locaux de la Redoute, les CELI par la Redoute, un incubateur. À l'époque, on parlait de e-commerce, maintenant on parlera de commerce multicanal ou de commerce connecté. J'ai eu un soutien très rapide d'OVH et évidemment, ça donnait de la crédibilité au projet. Et là, on se relie avec la région. On est allé chercher Euratechnologie pour faire le premier SMH d'Euratechnologie. Et ça, c'est important aussi d'avoir une région où la métropole ne s'enferme pas dans son leadership. C'est après ce qui a donné les SMH à Saint-Quentin. Et ça, c'est assez important. On a réussi à créer un climat de confiance
parce qu'ils se sentent compris et ils sont soutenus. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est irremplaçable. Parce que ça veut dire qu'on se dit les choses, ça veut dire qu'ils ont envie de nous aider dans les projets, ils ont envie de s'impliquer aussi dans notre bataille pour la formation des talents, qui est majeure dans le digital, et qui nous a amené, par exemple, avec Karine Charbonnier, à créer l'équivalent régional de la Grande École du numérique, avec des formations nouvelles, courtes, qui ont des taux d'insertion professionnelle de plus de 80%. Ça, c'est quoi par rapport à l'école de Xavier Niel, etc. Ça se positionne comment? On a voulu se positionner en complément de la Grande École nationale du numérique en faisant des déclinaisons régionales. On n'a pas voulu additionner ou avoir un dispositif supplémentaire. On a joué la complémentarité. Ça veut dire que des acteurs comme Pop School, comme Simplon, se sont installés un peu partout dans les Hauts-de-France, et c'est un élément majeur qui donne souvent une deuxième chance professionnelle, soit à des jeunes qui étaient un peu sortis du circuit, soit à des gens qui sont en reconversion. Et ça, dans la bataille de l'emploi, c'est important parce que le numérique, ça fait partie des secteurs où il y a des milliers d'emplois non pourvus et où on a besoin de former les habitants des Hauts-de-France. Et la région elle joue un rôle majeur là-dessus en travaillant avec les entreprises locales et ces nouveaux acteurs de la formation comme Simplon. En 2014-2015, c'était totalement expérimental. On a dû financer ça avec des bouts de ficelle et des fonds de budget. Et la région a décidé de promouvoir ces formations nouvelles. Et c'est important. Formation courte, qui va à l'essentiel, en 3 ou 6 mois, et on arrive à former des professionnels. Ah oui. Et ça existe depuis quelle année? Ça, on a lancé ça en tout début de mandat. Ça a été une des premières visites de Karine Charbonnier, qui est la vice-présidente en charge de la formation. Elle est venue voir ce qu'on faisait à Roubaix sur Simplon, et très, très, très vite, on a enchaîné sur du concret. Ça s'est décliné à Calais, à Valenciennes, un peu partout. Tu parlais tout à l'heure d'Eurotechnologie, donc qui, je rappelle, est une structure donc, qui est basée sur le territoire de Lille. Hein, oui, tout à fait. Qui a été créée il y a déjà, alors là maintenant, il y a 30 ans, non? Un peu moins, mais Pierre de Santignon a été le créateur. Qui était un peu le père spirituel de la technologie. Tu as parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé, comment Eurotechnologie aujourd'hui, c'était une des demandes de Xavier, hein, je crois, et un peu essaimé ou dans d'autres villes des Hauts-de-France. Comment ça fonctionne le partenariat? Parce que c'est une entité indépendante en même temps, Eurotechnologie. Oui, elle ne dépend pas de la région en tant que telle. Le principe, c'est de dire, quand on a de l'excellence, plutôt que chacun réinvente la roue dans son coin, on va la diffuser, et notamment Eurotechnologie a un gros savoir-faire sur l'incubation, l'accélération des programmes de soutien aux startups. Plutôt que réinventer la roue à l'échelle de chaque territoire, il y a quelque chose de remarquable qui a été fait à Lille. Profitons-en. Nous, on a fait une première expérimentation à Roubaix, mais on ne sortait pas de la métropole. Et je pense que les perspectives, c'est de diffuser le modèle. Et ça, c'est important parce que ça donne à la fois de la visibilité à l'international. Si chacun fait sa petite soupe, son petit programme dans son coin avec son nom, quand on va représenter les Hauts-de-France à l'international, on n'a pas de visibilité, on donne l'impression que chacun bricole dans son coin. Si on a un opérateur qui joue un rôle majeur, qui est SM, on gagne beaucoup de temps. Moi, j'ai eu l'habitude de dire que si j'avais voulu refaire, j'en serais encore à la 27e version du PowerPoint de présentation, j'aurais 2 chargés de mission. Aujourd'hui, on a 300 personnes qui travaillent. On était avec Xavier il n'y a pas très longtemps au lancement de l'école de showroom privé, qui s'est installée à Roubaix et qui illustre bien la volonté que Xavier a réaffirmée d'avoir une task force pour aller chercher des projets de développement. Et je parle de showroom privé parce que c'est assez emblématique. Quand on a fait l'inauguration des locaux, ils ont décidé de lancer leur fondation. Et on a inauguré l'école du e-commerce il y a quelques semaines avec Xavier. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec Frédéric Motte en visite sur les maisons de mode. Il y a 2 jeunes qui étaient embauchés et qui venaient de l'école showroom privé. Donc c'est aussi cette vision. On disait, c'est le travail main dans la main des acteurs du public et du privé. Si on veut gagner ces batailles territoriales, c'est en travaillant ensemble, et
et la confiance entre les acteurs et les majors là-dessus. Ouais, ici, c'est un grand territoire du e-commerce, hein. Donc, elle fonctionne comment l'école d'ailleurs du e-commerce? Si on est, voilà, on a envie d'y rentrer, Le principe de toutes ces écoles, c'est de prendre les gens sur la motivation et le projet, pas sur un niveau d'études requis. Ouais. Et donc, le principe, c'est d'avoir des temps de formation très courts, très connectés aux besoins du monde de l'entreprise, et de faire des professionnels qui sont capables, après, de continuer à se former régulièrement. Parce que aujourd'hui, apprendre un langage, si on n'apprend pas à être capable d'évoluer, c'est très vite obsolète. Souvent, on est dans de la pédagogie inversée, avec une capacité à s'approprier les nouveautés intégrées, et ça, c'est important. D'ailleurs, une initiative aussi portée par Octave Klaba, qui est venu nous voir il y a quelques temps pour dire qu'il avait envie d'investir dans la formation, et qui est aussi dans cette logique-là de formation courte de 3 à 6 mois. Il y en a 5 nouvelles qui ont lieu depuis quelques mois à la Pleine Image. J'imagine qu'on s'inscrit en ligne, s'il y a des gens qui s'intéressent, etc. On s'inscrit en ligne. Il y a des tests de niveau, mais ce qui est surtout important, je le redis, et c'est une particularité, c'est qu'on ne demande pas bac+2, bac+3, bac+4 pour rentrer. C'est sur la motivation, sur l'envie et sur le projet personnel. Et on voit aussi que le développement, notamment de l'industrie et les usines 4.0 autour du robot numérique, il y a vraiment des filières aujourd'hui qui tendent à se développer, qui ont besoin de compétences et dont les formations s'adaptent de plus en plus à la fois à la réinsertion des profils, pas uniquement sur le parcours en tout cas éducatif, mais avant tout sur le projet et la motivation. Ouais, tout à fait, et c'est une particularité quand même de notre région d'avoir assumé la volonté d'un développement industriel. Moi, je vois comme maire, je le dis depuis le début, que je suis prêt à accueillir des industries, et souvent il y a une vision un peu obsolète d'une industrie qui est forcément polluante, d'une usine qui fait de la fumée noire pour Germinal, quoi. Oui, c'est ça. Alors qu'on voit qu'aujourd'hui, comme tu le dis, les usines 4.0, c'est beaucoup de numérique, c'est beaucoup de technologie, et c'est important là-dessus. Et les plans robots numériques qu'on a développés avec la région, ça c'est important aussi, parce qu'on le voit, il y a des enjeux majeurs de digitalisation si on veut que notre industrie reste compétitive. Alors après, il y a des dossiers qui sont un peu, je dirais, entre toi et Christophe, hein, je crois, par exemple, tout ce qui est 4G, déploiement de la fibre, etc. Bon, alors c'est évidemment lié à tous ces métiers aussi. Comment vous bossez d'ailleurs voilà, au sein du conseil régional, pour les gens qui ne connaissent pas bien le fonctionnement? Quand il y a plusieurs vice-présidents, il y a forcément des choses qui chevauchent, et notamment sur un sujet de ce type-là. Comment ça se passe? Sur le numérique, la répartition des rôles, elle est assez simple. Christophe gère tout ce qui est connexion fibre, et ça c'est important, parce que évidemment on ne peut pas développer les contenus si on n'a pas le réseau. Donc il a fait un travail, et puis on travaille vraiment de manière partenariale, en partageant les enjeux, en partageant les idées. Et c'est vrai que moi je suis plutôt en charge du côté contenu, innovation numérique, les politiques aussi de feuilles de route numérique pour les territoires. Parce qu'on parlait de la taille des Hauts-de-France, c'est important que toutes les intercommunalités aient leurs projets pour s'approprier le numérique, parce que moins que jamais dans ce domaine-là, c'est une grande politique qui va tomber du haut et qui va être décidée de Lille. Ce qui est important, et le travail qu'on a fait avec les territoires, c'est leur permettre de développer leur projet. Sur mesure, en fonction des particularités de leur projet. Et on voit bien à quel point il y a la fracture numérique, et on le voit en ruralité notamment, et que l'accès au très haut débit est d'ailleurs un projet majeur, en tout cas de la région, et que c'est véritablement un enjeu. Ouais, c'est une condition sine qua non. Dans les volets aussi qui sont intéressants, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites ici. Il y a un grand salon de la cybersécurité aussi qui est dans la métropole. Hein, le FIC. Le FIC. Ça, c'est des thématiques aussi. Il y a un lien aussi avec les projets du mandat aussi, d'aider aussi les collectivités qui souhaitent installer aussi de la vidéosurveillance. Il y a ce qui a été fait dans les gares, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu autour des enjeux de la cybersécurité, de la manière de s'inscrire dans la politique régionale? C'est un ensemble. Et en effet, on doit avoir l'industrie, les startups,
les grands groupes et les événements. Les événements fédérateurs, c'est important. C'est important dans un salon international comme le Forum international de la cybersécurité, mais on a tenu aussi à développer des événements locaux avec une politique qui s'appelle Inspire, qui a vocation à aider les forums locaux à l'échelle de chaque territoire. Et ça, c'est quelques dizaines d'événements par an qui, pour le coup, sont importants pour le territoire. Parce que la filière numérique, c'est quoi? C'est combien d'entreprises? 5000 entreprises? Ça équivaut à peu près à combien d'emplois? C'est difficile de limiter le numérique parce que le numérique, c'est aussi transversal. C'est ça. Et donc le numérique, il y a les pure players, mais il y a aussi toute la partie numérique des grandes entreprises. Il y a la digitalisation des entreprises qui est un enjeu majeur, donc il faut le voir comme un ensemble. Ouais, d'accord. Et c'est pas simplement les acteurs 100% numériques. Oui, on a un vrai enjeu pour nos PME notamment d'être capable de passer au numérique. Et ça, c'est important pour leur développement. Ça fait partie aussi du travail qu'a fait Christophe sur les artisans, sur la digitalisation de toute l'économie en fait. Ouais. Alors, on va voir un peu peut-être, est-ce que je vois qu'il y a une main qui se lève. Marguerite, si tu veux effectivement poser une question à Guillaume, il est à toi. Avec un très beau profil d'une œuvre du 18e sur ton profil, Marguerite, je vois. Bonsoir messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend bien. Merci pour tout d'abord, merci pour ces permanences virtuelles que je suis régulièrement. Voilà. Alors ma question est la suivante. Outre l'enjeu des formations que vous venez d'évoquer, en mentionnant notamment vos entrevues avec Octave Klaba, on a vu que les initiatives favorisant le retour à l'emploi via le numérique sont désormais nombreuses en région. Mais comment, compte tenu de l'enjeu, comment accélérer le changement d'échelle? Je pense qu'il faut qu'on passe de l'expérimentation sur certains territoires à une généralisation. Les modèles ont fait leurs preuves. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur l'insertion par le sport. L'idée, c'est en effet de changer d'échelle, d'être capable d'être au plus près de chaque bassin territoire. C'est là aussi notre combat sur la formation, de ne pas simplement avoir des grands centres de formation, parce que je disais le numérique, c'est en effet bien large, mais on a besoin d'avoir du numérique sur tous les territoires. Et donc, pour réussir cet enjeu de changement d'échelle, il faut qu'il y ait des pôles de formation au plus proche des territoires. Et on voit que les efforts qu'on a fait, par exemple, pour développer le réseau de tiers-lieux dans la ruralité, il est très important parce que ça permet à des gens de s'installer et d'avoir des points d'échange où ils se créent des opportunités d'affaires, où ils se créent des liens, des projets. Et c'est aussi important dans les territoires denses de nos villes que dans les territoires urbains. Et ça, même chose pour les événements. Il faut le Forum international de la cybersécurité, mais il faut aussi l'événement qui va permettre à l'échelle d'une communauté de communes un peu partout dans les Hauts-de-France d'avoir son propre événement, la rencontre des dirigeants avec le numérique. Donc je dirais c'est l'effet réseau et la capacité qu'on a à développer la toile au niveau de toutes les intercommunalités. Et pour ça, le travail partenarial, il est important. Oui, c'est le fameux lien entre la région et les collectivités locales, territoriales. Et toi, en tant qu'élu, d'ailleurs, maire de Roubaix, tu vois bien quoi, la synergie qu'il peut y avoir entre, en tout cas, la région et les différentes collectivités, quoi. Et les échanges qu'on a pu avoir avec les territoires, ils sont importants parce qu'on sert de tiers de confiance. On leur dit, comme on connaît ce qui se passe un peu sur tout le territoire, on leur dit, mais tiens, vous avez le projet de développer la digitalisation de vos commerces de proximité. Allez voir dans ce territoire-là qu'il y a de l'avance. Plutôt qu'essayer, je le disais pour Euratech, de réinventer chacun dans son coin la roue. Il y a plein de territoires qui ont de l'avance. Même chose sur la cybersécurité, il faut un pôle de pointe et puis après il faut une déclinaison sur tous les territoires. Et ça, je pense que la vision
de ce qu'on évoquait tout à l'heure de la République des territoires. C'est une République qui est capable de penser chaque développement territorial avec ses particularités, en faisant du sur-mesure et en étant à l'écoute. Ça, c'est important pour la région. Marguerite précise, et concernant plus précisément le retour à l'emploi via le numérique. Mais là, ce qu'on voit, et ce qui est passionnant dans ces nouvelles formations sur le numérique, c'est que ça mixe les publics. Ouais. Il y a à la fois des jeunes de la génération Google qui nous disent je n'étais pas fait pour les études, mais je suis passionné par le numérique. Mais il y a aussi des gens qui ont 30, 40, 50 ans, qui décident de passer au digital. Et c'est la capacité à mixer ces publics qui fait la richesse de ces formations. Parce que si vous avez que des jeunes qui n'ont jamais travaillé, les échanges ne sont pas aussi riches. Donc, pour le coup, c'est aussi ce qui doit être fait avec des grands groupes qui doivent intégrer leur formation permanente dans cette formation digitale pour anticiper des changements. Et donc, c'est un modèle qui marche. Déjà, il faut le dire, puisqu'on a plus de 80% de sorties positives sur ces nouvelles formations. Certains reprennent des études plus longues, d'autres créent leur petite structure indépendante pour faire de la création de sites web, de l'animation des réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens issus de l'infographie qui vont acquérir les compétences du numérique. Et puis il y a des gens qui sont passionnés et qui faisaient un métier totalement différent avant et qui se repositionnent. Et ça, c'est important d'irriguer tous les territoires et d'être capable de former des bataillons de plus en plus importants. Parce que la particularité dans ce domaine-là comme dans d'autres, c'est que pour le coup, on a besoin de gagner cette guerre des talents. C'est-à-dire que derrière, il y a une capacité évidente à créer des emplois nouveaux et répondre aux enjeux de la digitalisation. Alors, avant d'aborder plus la rénovation urbaine, il y a une dernière question qui est sur le fil. Quel bilan des expérimentations Smart Grid menées dans la conurbation? Quelle perspective? Transition énergétique, sécurité, fluidité, des axes d'avenir. Que peut-on imaginer au cours des prochaines années? Un pôle d'excellence se construit-il en la matière? Moi, c'est pas un dossier, les Smart Grid, j'ai suivi parce qu'il était plutôt lié à la troisième révolution industrielle, mais oui, ça fait partie, les réseaux intelligents, des pôles à développer, mais pour le coup, je vous avoue que j'ai moins suivi cette dimension énergie, réseau énergétique, entre la rénovation urbaine, le digital et l'innovation sociale. J'avais déjà un programme bien chargé. C'est comme 3 sujets. C'est quand même 3 sujets assez lourd. lourds. Oui, il y a un enjeu des réseaux intelligents, de la ville intelligente, et on est plutôt là dans le côté énergie que dans le côté uniquement numérique. Donc je ne suis pas le meilleur interlocuteur pour vous en parler intelligemment. Alors, on va aller un peu maintenant on va revenir un peu sur la rénovation urbaine. Donc, tout à l'heure, tu as parlé d'un budget de plus de 200 millions. Hein, oui, 240 millions. 240 millions. Et donc, un certain nombre de sites. Donc, concrètement, aujourd'hui, entre tout ce qui est justement environnement et ces dossiers qui touchent la rénovation urbaine, qu'est-ce qui a été fait et c'est quoi le projet au cours des 5-6 prochaines années du prochain mandat? Ben là, le prochain mandat va être passionnant parce que grosso modo, on a passé une bonne partie du mandat à préparer les dossiers, à plancher avec les territoires devant l'ANRU. On a affirmé dès le départ une volonté de la région d'apporter une valeur ajoutée, d'être sur ses compétences et donc de financer des projets à dimension économique, formation. Et là, on rentre dans tous les territoires, dans le concret, dans la réalisation, avec à la fois une bataille pour faire de la rénovation urbaine un outil d'insertion, donc de créer des emplois pérennes, et ça c'est important, et puis aussi de passer de l'idée du projet à sa réalisation, donc avec des vrais enjeux. Moi je pense qu'il y a notamment des enjeux, si on parle environnement, d'être capable de faire cette rénovation en mode économie circulaire. Il y a un autre beau projet, je sais que Xavier y est attentif, c'est territoire zéro chômeur longue durée. Et moi je pense qu'il faut qu'on mixe la rénovation urbaine avec territoire zéro chômeur longue durée,
alors c'est peut-être pas connu par tout le monde, donc j'explique en deux, trois phrases. Le principe, c'est de dire personne n'est inemployable et on est capable de créer des entreprises à but d'emploi en partant des compétences des gens et pas en partant d'un projet d'entreprise. Et on bâtit une stratégie qui consiste en effet, pour simplifier, à activer les dépenses dites passives pour permettre aux gens qui sont en demande d'emploi, qui sont privés d'emploi depuis, c'est la terminologie officielle, depuis trop longtemps, de retrouver des projets à l'échelle de leur quartier. Et ça fait partie des dynamiques où la rénovation urbaine doit être une opportunité de faire émerger des projets nouveaux, des services de proximité. Et je pense que c'est important que la rénovation urbaine dans les Hauts-de-France, elle soit bien comprise comme étant un des éléments de notre bataille pour la création d'emplois au plus proche des quartiers. C'était le fameux slogan de 2015, la région au travail, Oui, avec cet enjeu et cet objectif et du travail. Ça reste plus que jamais vrai. Et l'idée de cette rénovation urbaine, c'est vraiment pas de faire le bonheur des gens sans leur demander leur avis, mais bien de les faire participer et de les faire reconstruire des services de proximité, de les faire participer au changement dans leur quartier. Parce qu'à Roubaix, par exemple, pour qu'on soit vraiment très concret, donc il y a des quartiers dits prioritaires qui sont donc dans le cadre des trois quarts du territoire à Roubaix. Trois quarts du territoire, voilà, qui sont dans des dispositifs de l'ANRU, donc l'ANRU 1, l'ANRU 2, etc. Et donc qui bénéficient de ce qu'on appelle de la rénovation urbaine, donc des quartiers plus pauvres, des quartiers où il y a un taux de chômage important, donc vraiment des quartiers où il y a tout un volet social et donc de l'emploi, tout dépend de la manière dont on l'aborde, mais toi tu abordes plutôt et sur Roubaix, donc de manière très concrète, quel type de projet tu as pu, avec la région, vous avez pu co-financer, co-développer dans une orientation un peu peut-être différente que sur d'autres territoires. Par exemple, moi je viens d'une ville d'Oyonnax, dans le département de l'Ain, où on a un quartier dit prioritaire, où on a des dispositifs dans rue, et c'est vrai que l'orientation est assez différente. Tu parlais de la territorialisation de l'approche de l'ANRU. Donc toi, sur Roubaix, Concrètement, nous on a essayé de mettre on a une rénovation urbaine à l'échelle de 4-5 quartiers. Je dis 4-5 parce qu'il y en a un qu'on finit de l'ANRU 1, qui est le quartier des Trois Ponts que j'évoquais tout à l'heure. Donc je ne reviens pas là-dessus, mais nous par exemple sur le quartier de l'Épeule, on a décidé d'avoir comme priorité de développer un lieu totem de l'industrie textile, où d'ailleurs Maison de Mode va s'installer dans les jours qui viennent. Maison de Mode, c'est l'incubateur de création de nouvelles marques et de nouveaux projets dans la mode. On veut que ce lieu-là, il rayonne, il participe au changement, parce que de démolir des bars, rénover des logements, c'est important, mais remettre du développement économique à l'échelle des quartiers, c'est aussi important. Je vous prends un exemple d'actualité récente. Fildar a décidé de se réinstaller dans ce lieu-là et de créer 70 emplois, de relocaliser 70 emplois et d'en créer 10 nouveaux. On a une école de production qui est soutenue par la région parce que le textile, c'est pas simplement les ingénieurs de l'ANCET, qui est une école historique à Roubaix, c'est aussi des métiers de BEP, de CAP, soutenus par la région, école de production qui permet aux jeunes de 15-16 ans de trouver un métier concret en apprenant à faire. C'est un ensemble de choses. C'est aussi un atelier 4.0 de création qui s'appelle Fashion Green Hub et qui est soutenu par la région dans ses investissements en machines pour faire une mode à la demande. D'accord. C'est vraiment un ensemble de choses très très concrètes qu'on met dans chaque quartier. Dans le quartier de l'Épeule, il y a aussi une expérimentation qui est au couvent des Clarisses, qui est un ancien couvent dont on veut faire la maison de l'économie circulaire et du zéro déchet. Donc quelque chose d'emblématique qui va permettre d'avoir un axe de développement économique majeur. C'est un peu notre logique, je pourrais en parler des heures, évidemment, mais en quelques minutes, c'est ça l'idée, c'est de remettre dans chaque quartier un moteur. On parlait de showroom privé et de Blanche Maille, c'est le moteur
du quartier de l'Alma, où il y a historiquement la Redoute. Oui, ça a du sens en plus. Voilà, Ouais. ça a du sens de s'appuyer sur les grandes marques et les grandes enseignes pour faire du développement économique local. Alors, je pense qu'il y a une question. L'Arbi. L'Arbi Liferki, qui est quelqu'un que je connais bien. Bonsoir Larbi. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez une question à poser à Guillaume. C'est cela. Rapide présentation. Larbi Liferki, responsable régional à l'Agence pour l'éducation par le sport, mais également fondateur et président de l'association Parcours 59. J'avais une question. Il y a beaucoup d'initiatives locales qui existent dans les Hauts-de-France et pour remettre les jeunes à l'emploi via le sport ou le numérique. Et ça, on l'a très bien entendu. Comment la région peut-elle permettre le changement d'échelle nécessaire compte tenu du taux de chômage encore très élevé chez les moins de 25 ans? L'arbitre, tu es le mieux placé d'entre nous pour parler de ça parce que tu le vis au quotidien. C'est vrai, quand il y a 5-6 ans, on a commencé à dire ensemble, on va aller chercher des talents dans les clubs de foot pour proposer de nouveaux talents aux entreprises. On était un peu regardés comme des extraterrestres. En disant oui, c'est ça, vous êtes gentil, c'est une bonne idée, mais ça ne marchera jamais. Et ce qu'on a réussi à faire, notamment avec l'agence de promotion et d'éducation par le sport, c'est de montrer que ce modèle fonctionne, notamment parce que les valeurs du sport, le respect de la règle, la capacité à se discipliner, arriver à l'heure, l'esprit d'équipe qui est un élément majeur, dans l'entreprise, c'est des valeurs importantes. Et qu'on soit clair, ce n'est pas des missions sociales de l'entreprise. C'est une entreprise qui va chercher des talents nouveaux pour être révélatrice de l'ensemble de la société. Et ça, l'Arbi, qui fait plus qu'une question, qui peut faire un témoignage, expérimente depuis 5 ans. Et c'est vrai que maintenant, on le disait sur d'autres projets, l'idée c'est de changer d'échelle parce qu'on sait que le modèle marche. Tu peux peut-être, je ne veux pas inverser les rôles, l'Arbi, mais je connais ton implication dans ce domaine-là. Tu peux nous parler des chiffres de sortie et aussi de ces projets qu'on regarde attentivement, qui est d'école d'inclusion par le sport. Bien sûr, qui est un modèle. On est là pour témoigner, pour donner des exemples aussi. Oui, parce que ça, c'est du concret, ça marche et ça a vocation à changer d'échelle dans le prochain mandat. Exactement. C'est que les parcours d'inclusion par le sport ont permis à 85% des jeunes qui les ont intégrés d'intégrer une entreprise et concrètement sur des emplois de longue durée. Aujourd'hui, les clubs de sport ne sont plus simplement des espaces de performance sportive. C'est également aujourd'hui un vrai vecteur de cohésion et d'orientation professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les coachs sportifs sont formés à prendre conscience, j'ai envie de dire, de l'environnement global des adhérents qu'ils ont dans le club, c'est un vivier de jeunes impressionnants qui peuvent être orientés vers les structures de l'emploi, vers le numérique également, mais vers l'entreprise et vers les centres de formation. Mais c'est aussi une remobilisation, une remotivation et un lien de confiance qu'a le coach envers ces jeunes pour les amener vers l'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, l'expérimentation qu'on a pu faire sur le territoire de Roubaix peut permettre aux structures qui travaillent sur ce champ-là d'essaimer ces écoles d'inclusion par le sport sur l'ensemble de la région, de Amiens en passant par le Saint-Quentinois, le Valenciennois, la Thiérache. C'est aussi bien les quartiers prioritaires, aussi. les ruraux. Et ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'on est un nombre de territoires. On pourrait citer Calais. Natacha Bouchard a été aussi très, très motivée dès le départ par ces... et c'est là où la République des territoires, elle peut s'incarner dans des projets concrets. Ce qui a été testé ici a vocation à se développer un peu partout et on peut gagner beaucoup de temps. Je le disais pour Euratechnologies et Blanche Maille, c'est important là-dessus de tirer le meilleur profit des expériences locales qui fonctionnent.
Et l'Arbi, moi j'ai une question. Toi, tu es issu des quartiers de Roubaix, c'est ça? D'un des quartiers de Roubaix? Oui, j'ai grandi à l'Alma, au Pile. D'accord. Et comment justement, parce que quand on travaille vraiment au plus près des terrains, comment donner une perspective à la jeunesse de ces quartiers-là qui souvent sont un peu désœuvrés et sont même, j'ai envie de dire, un peu prisonniers de ce déterminisme social des quartiers. Est-ce que t'as la sensation que les choses évoluent plutôt dans le bon sens? Ben, l'important, en fait, c'est de pouvoir révéler leur potentiel. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, La confiance, la confiance. c'est de recréer de la confiance. C'est ça. Une confiance en eux, mais aussi aux autres, mais Ouais. également aux institutions. Cette confiance, elle se crée par le temps. Et Ouais. le temps passé avec eux, le temps aussi de pouvoir mettre en avant des éléments, des actions, des choses qu'ils ont pu faire dans leur vie passée, mais aussi sur les terrains, et qui peuvent être transférés vers le milieu professionnel. Ouais. Et cette remobilisation, elle prend, elle est très spécifique avec le sport parce que le sport est un moyen universel, un langage universel pour transférer ses valeurs. Mm. Et la meilleure preuve, aujourd'hui, c'est la preuve par l'exemple. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que les dizaines de jeunes qui ont changé qui ont trouvé leur chemin, qui ont trouvé une route professionnelle, bah, c'est les meilleurs ambassadeurs. On n'est pas dans la théorie, on ne fait pas des colloques sur l'inclusion par le sport. Eh oui, oui. On prouve au quotidien la force de l'exemple. Et l'exemple, il est incarné dans les vestiaires. J'étais dans un club de basket au stade roubaisien il y a pas très longtemps, l'arbitre que tu connais bien aussi. Il me disait, il y a un truc nouveau depuis quelques années, il y a des mecs qui arrivent en costard parce que l'insertion qui passe du costard au short maillot de basket, parce qu'on a réussi l'insertion professionnelle dans des grands groupes bancaires. Et ça, je pense que si on l'incarne pas, si on ne dit pas que ça se passe, personne ne sait, mais c'est important parce que ça veut dire des changements de destin, des gens qui peuvent régler leurs problèmes Ça change tout. de logement, qui en plus servent d'exemple. Et ça, c'est la force du témoignage et la force de solutions concrètes. Alors, on va essayer de rester dans le timing parce que ce soir, justement, on parlait de sport, il y a le Oui. foot, donc On parlait de fédérateurs. on va essayer de pas trop déborder. Bon, on a déjà parlé, là, on parlait effectivement de Roubaix, mais on va quand même parler un peu de ta ville aussi, puisqu'on a parlé de la République des territoires. Aujourd'hui, à Roubaix, dans la relation avec la région, alors là aussi, hein, pour expliquer un peu aux gens, parce que parfois, dans le maillage français, qui est parfois un peu complexe, alors, un maire avec la région, surtout d'une commune comme la tienne, qui est une des grandes communes quand même de la région de France, comment ça se passe? Vous bossez comment? Ça s'inscrit dans quelle logique? Voilà, de manière un peu expliquer Donc je comment quitte ça ma se passe. casquette de vice-président quelques instants et je reprends ma casquette de maire. Allez, monsieur le maire. On parlait de confiance et de capacité à répondre aux enjeux. Moi, je vous prends un exemple concret. Depuis très longtemps, il y avait un projet d'extension du musée de la piscine qui devait au départ accueillir 50 ou 60 000 visiteurs, qui en avait accueilli avant son extension plus de 200 000, qui est passé à 300 000 depuis l'extension. Et ben, le premier à me dire « Ok, je te soutiens », c'est Xavier. Xavier, parce qu'il était déjà venu plusieurs fois au musée de la piscine. D'ailleurs, ce qui avait étonné les gens, c'est qu'il faisait la queue comme tout le monde, même sous la pluie. Donc, il connaissait parfaitement le lieu, et il m'a dit go, et ça a permis de réussir à faire un tour de table que mes prédécesseurs n'avaient pas réussi à faire. C'est concret parce que c'est notamment évidemment du développement de projets culturels, mais c'est aussi du développement économique, des commerces autour qui fonctionnent. Donc je pense que la région, sa capacité à être à l'écoute et en soutien des territoires, c'est important. Moi, dans les mesures auxquelles je crois beaucoup pour le prochain mandat, c'est le soutien des projets de vidéoprotection. Parce que pour le coup, nous, on a investi des millions et on a encore pas mal d'investissements à faire. Donc c'est important que la région elle soit auprès des territoires
pour les aider sur ces enjeux-là. C'est quel montant aujourd'hui? Voilà, pour une ville comme la tienne, qui est une grosse ville, il y a combien d'investissements à faire pour la sécurité au sens large? En fait, ça se divise. Nous, on a déjà dépensé plusieurs millions pour avoir les réseaux de fibres qui permettent aux informations de passer. Donc ça, c'est un premier investissement qui nous a fait perdre grosso modo 1 an et demi, mais qui était incontestable. Ça, c'est déjà minimum de 2 millions d'euros. Ouais. Et alors maintenant, on a fait les gros investissements sur le centre de supervision urbaine, mais on doit changer dans ce domaine-là d'échelle. Moi, quand je suis arrivé, à Roubaix, il y avait 50 caméras. Je m'étais engagé à doubler 50 caméras pour une ville de 100 000 habitants. pour une ville aussi grande. Ouais. Je m'étais engagé à doubler et j'ai triplé. Ouais. Et pour que le maillage soit parfait, l'objectif c'est encore de tripler et d'avoir 450 caméras à la fin de mandat. Donc ça vous donne en effet des investissements. Et en termes de police municipale, combien de... Et en termes de police municipale, moi j'avais en nombre d'agents? J'avais une priorité qui était de réorganiser la police municipale avant de réembaucher. D'accord. Pourquoi? Parce que ça fonctionnait pas très bien avant. Sans rentrer dans le détail, mes prédécesseurs disaient à la police municipale de ne pas faire de vagues. Donc ça voulait dire de ne pas faire leur boulot. Donc quand on est arrivé, notre priorité, ça a été de leur redonner des missions claires, de les équiper. Et là, je suis très sensible au fait que la région et Xavier ont annoncé qu'ils seraient en soutien des polices municipales parce qu'elles sont parfaitement complémentaires de la police nationale. Elles ont des rôles de plus en plus importants. Donc ça illustre à travers des projets structurants comme le musée de la piscine et aussi des projets qui sont incontournables parce que vous savez, on a parlé de rénovation urbaine. Si on n'est pas capable de redonner de la sécurité dans les quartiers, les investissements sur la rénovation urbaine vont servir à rien. Et je sais que c'est aussi un enjeu qui n'est pas simplement un enjeu des grandes villes. Moi, je passe pas mal de temps à aider des communes plus modestes avec moins d'enjeux pour leur dire regardez ce qu'on fait en vidéo protection, ça peut vous aider de tirer profit de l'expérience. Donc ça aussi, je pense qu'il y a un réseau à créer et que c'est important que la région se positionne sur ces problématiques de sécurité. Et c'est dans ce domaine-là, comme dans d'autres, un domaine où il n'y a pas d'un côté les problématiques urbaines et de l'autre côté les problématiques rurales. C'est important qu'on parle à tout le monde dans cette région. C'est vrai aussi pour le soutien au commerce de proximité. C'est vrai aussi sur une autre action qui a été soutenue par la région, c'est notre expérimentation maison à 1 euro avec travaux. Ouais. Là encore, la région a été au rendez-vous. Alors, ça, c'est un projet vraiment pilote un peu, non? Oui, c'est une expérimentation assez unique en France, mais je pense que ça peut servir dans le prochain mandat à inspirer des territoires. Alors, comment ça marche techniquement pour des gens qui ne sont pas du tout au courant? Techniquement, le principe, c'est de prendre des maisons très dégradées. Donc ça, c'est la commune. C'est en l'occurrence la métropole avec une société publique locale et le soutien de la région et de proposer à des couples qui sont des primo-accédants de se lancer dans cette aventure-là de rénovation de ces bâtiments. Alors il y a une forte intervention publique. C'est pour ça que je dis que ça peut servir aussi bien à un territoire très urbain, très dense comme Roubaix que dans la ruralité. Et le principe, c'est de demander aux jeunes couples et aux gens qui s'installent de rester 6 ans dans les maisons, parce que le but, c'est pas de faire des opérations spéculatives et de faire les travaux en moins de 12 mois. Et ça, on a... Et les aides, c'est de quel ordre? C'est-à-dire, en gros, quand on dit une maison à 1 euro, c'est-à-dire que... Grosso modo, sur les projets qu'on a sortis, on arrive à avoir des maisons d'environ 80 mètres carrés qui sont parfaitement isolées, donc qui étaient avant des passoires thermiques, pour 40 ou 50 000 euros. Alors, 500 euros du mètre carré. Et ce qui est important là-dessus, c'est que un particulier, notamment vu la complexité des aides au logement, n'est pas capable de le faire. Donc on a un programme de suivi et d'aide au montage de dossiers, parce que sinon voilà par exemple une expérimentation qui a été soutenue par la région et qui a vocation à aider d'autres territoires. Et je pense qu'il y a beaucoup de solutions locales comme ça, on pourrait multiplier. Moi, à chaque visite
comme vice-président, je suis reparti avec des idées qui aident le maire aussi à trouver des solutions nouvelles. Et c'est dans l'échange aussi. Je pense qu'avoir beaucoup de maires dans la liste, c'est une espèce de sécurité absolue d'être dans les solutions concrètes. Ouais. Pas dans les grands principes qui se concrétisent jamais, pas d'être dans des postures politiciennes. On est comme maire dans le concret, dans les solutions. Et vous avez beaucoup d'échanges entre maires, alors moi je pense à ma tête de liste, Brigitte par exemple, Fouret à Amiens, ou à François de Coster à Saint-Omer, enfin entre tous les élus, effectivement, il y en a beaucoup, Frédéric Macaret à Saint-Quentin, c'est vrai que si on regarde le Turc à Arras, il y a quand même presque toutes les grandes villes, oui. Quasiment, elles sont toutes Soissons, Abbeville. Il y a énormément d'élus, maires, qui sont sur la liste, se battent pour vous. Donc, c'est un forum d'échange en même temps, le conseil régional. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a la place de formaliser ces échanges qui sont aujourd'hui très largement informels dans un espèce de conseil régional des solutions à partager. Ça, c'est de tes idées, t'aimes bien. Moi, j'aime bien cette idée parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut incarner la République des territoires. Bien sûr. Pour que ce soit concret, il faut que les expérimentations menées dans chaque ville puissent, quand elles sont concluantes, on a donné quelques exemples depuis le début. Quand Euratech s'installe à Saint-Quentin, Euratech arrive avec son savoir-faire et fait gagner beaucoup de temps au territoire. On vient de donner moi j'ai donné quelques exemples à Roubaix, mais je pense que à chaque fois que je fais une visite, je repars avec des idées et des solutions locales, et je pense qu'on est les seuls à pouvoir faire ça. Parce que notre réseau, en effet, il est spectaculaire. Quand Xavier dit j'ai une équipe qui tient la route, ça veut dire qu'on est tous dans le concret et dans les solutions. Arras a développé aussi pas mal de choses innovantes au niveau des projets cœur de ville. Et je sais que Frédéric Le Turc, on s'est lié quand on a fait une lettre au président de la République, une lettre des maires qui a été suivie par 200 maires où on dit les solutions locales existent, donc aidez-nous. Et la région peut avoir un rôle majeur là-dessus, à changer d'échelle, à diffuser ces bonnes pratiques, et ça doit permettre aussi dans l'élaboration de nos politiques publiques de ne pas faire de dispositifs qui tombent du ciel et qui ne sont pas applicables. Moi je vois ça comme un échange permanent avec les maires pour être capable de sortir les bons dispositifs et pas des choses qui tapent à côté. Et ça, oui, ça fait partie des idées auxquelles je crois. Je pense que ça peut être vraiment une des forces des Hauts-de-France. Et en plus, ça fait du lien et de l'identité partagée entre les territoires. Sur les transports, ici, il y a des projets, des choses pour lesquelles tu te bats. Oui, on se bat pour qu'en parallèle de la rénovation urbaine, on ait de nouvelles lignes de tram. Et ça, pour le coup, c'est important que ce soit notamment porté évidemment par la métropole, mais avec le soutien de la région. Ouais. Parce que si on veut réussir le retournement de nos quartiers, évidemment, avoir des quartiers connectés avec un réseau de transport en commun, c'est vital. Et on sait que ce n'est pas une ligne de bus qui change la donne. Tandis que quand vous portez un nouveau projet de tramway, ça change tout un quartier. Et ça, c'est important de le faire simultanément. On parlait de capacité à travailler ensemble entre vice-présidents. Quand je me bats pour que la gare de Roubaix ne soit pas abandonnée par la SNCF, je sais que je peux avoir Franck Dersin dans les 10 minutes. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ils m'ont dit oui, mais la région a dit que je fais un SMS à Franck, il s'est invité dans le Zoom un quart d'heure plus tard. Ça évite de perdre beaucoup de temps et c'est aussi la disponibilité des vice-présidents et leur implication qui permet de gagner des batailles qui ne sont pas faciles à gagner, notamment avec des acteurs qu'on doit bouger comme la SNCF. Non, il est très mobilisé, Franck. On l'a reçu dans nos permanences virtuelles récemment. Écoute, je te remercie, Guillaume. S'il y a d'autres choses que tu veux ajouter, mais là, on va essayer vraiment de se tenir au timing parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui piaffent et qui ont déjà, qui sont prêts là,
C'est quoi ton pronostic, ton espoir ce soir pour le match? Moi, Trois mots comme ça pour conclure sur le toi aussi, Julien. Vas-y, Julien. Alors, une belle victoire de la France 2-0, comme ça. Moi, j'avais dit 2-1, mais on est d'accord. Et gagner à Munich, ce serait un exploit. Et un dernier mot, parce qu'on a aussi des enjeux majeurs dans le sport dans le prochain mandat, puisqu'il y aura 2023, 2024. Nous, on a notamment un projet autour du Parc des Sports et du Vélodrome historique de Paris-Roubaix, qui est un projet de développement territorial. Et ça, c'est un enjeu aussi majeur pour les Hauts-de-France. Je sais que Florence Barizot est mobilisée pour que nos réussites sportives, elles se transforment en emplois concrets sur le territoire. Et il y a un vrai enjeu avec la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques à Paris, où on a véritablement une proximité et une stratégie à mettre en place pour gagner ce pari. Les derniers Jeux Olympiques, je n'ai pas besoin de rappeler que c'était en 1924 à Paris, donc on va gagner ce soir et puis faut enchaîner sur 2023-2024. Merci Guillaume, merci Et Julien. ton pronostic, toi? Moi 2-0 aussi, je suis on est teammates sur le truc. 2-0. C'est le binôme. Merci Guillaume, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi soir pour une permanence virtuelle en direct de Saint-Quentin. On reparlera un peu de la robotique, etc. Un certain nombre de sujets dont on a évoqué aussi, qu'on a évoqué aujourd'hui avec Guillaume. Merci à vous tous et à jeudi. Merci.